kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et encore une fois, merci de suivre votre émission Objection. Objection qui reçoit ce dimanche Maître Khourey Chiba. Maître, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Bonjour Monsieur Baye Omar, plaisir est partagé. Et je suis d'autant plus heureux qu'il s'agit de votre chaîne et surtout de vous-même parce que je vous suis depuis très 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 longtemps. Et donc je vous soutiens pleinement et vraiment mes encouragements vous accompagnent également. Merci beaucoup Maître Khourey Chiba, vous êtes avocat. Aujourd'hui il est question de gouvernance, pour l'essentiel gouvernance politique, économique et sanitaire. Maître, vous êtes un acteur, un combattant pour défendre les droits humains. Je retiens Guy Marius Sagna, je retiens également Kémi Séba. S'agit-il de nouveaux combats aujourd'hui à l'épreuve? Quelle évaluation faites-vous cette gouvernance sous Macky Sall? Bon, je ne saurais avoir la prétention de résumer en quelques mots tout ce que vous avez dit. D'abord sur la situation d'ensemble du Sénégal, ensuite sur le profil de votre modeste interlocuteur, sur son itinéraire également, sur les relations qu'on a pu tisser ça et là avec les uns et les autres. Mais en toile de fond, je pense que le problème fondamental, les questions cruciales que vous posez sont relatives à la gouvernance du président actuel Macky Sall. Bon, je pense que à brûle pour point, c'est un peu difficile de se prononcer parce que vous savez, c'est un tout qui a commencé peut-être avec le premier régime, donc la première république sous feu Léopold Sédar Senghor. Ensuite, le président Abdou Diouf est venu, puis Maître Abdoulaye Wade. C'est enfin Monsieur Macky Sall qui préside aujourd'hui aux destinées du Sénégal. Bon, y a-t-il une continuité? Je ne saurais dire non, parce que le Sénégal pluriel, le Sénégal de toujours est toujours là, avec ses qualités et ses défauts. Peut-être il y a eu, dans le mauvais sens, une progression des défauts justement. Peut-être les promesses du début n'ont pas été tenues parce que le Sénégal était parti en 1960 sur une rampe de lancement extrêmement prometteuse. Ensuite, il y a eu des problèmes avec généralement la situation économique mondiale. Peut-être on a eu un changement de direction parce que pour la première fois, on a eu un président qui n'est pas sorti du moule ordinaire des présidents parce que Maître Wade, c'est un avocat doublé d'un économiste, d'un vieux renard de la politique qui, avec le recul, a fait faire des progrès substantiels au Sénégal, sur tous les plans, mais qui également, parce que la perfection n'est pas de ce monde, a enregistré un passif humanitaire sans précédent, qui a coïncidé avec qui a été favorisé par une dépréciation de la valeur humaine même. Et ensuite, donc, M. Macky Sall a bénéficié de cet héritage dans les deux sens, aussi bien pour la fièvre économique qui s'emparait du pays avec des lancements de projets prometteurs, mais aussi d'un autre côté, avec beaucoup de choses, la déresponsabilisation des citoyens, leur désaffection en même temps de la politique, parce que de plus en plus, le politique inspire une sorte de dégoût, j'allais dire de mépris, parce que les gens n'ont rien fait pour embellir l'image du politique. Vous l'avez perçu en défendant des acteurs comme Guy Marius Sagna et Kémi Séba, par exemple, cette désaffection de la politique. Oui, nous le vivons tous les jours, nous le vivons tous les jours,
parce que voilà, c'est peut-être parce que nous sommes un peu les interfaces entre ce qu'on appelle les rebuts de la société, les délinquants, ceux qui troublent l'ordre social, et ceux qui sont en charge de les poursuivre et de les juger. D'abord, ils vous disent qu'il y a une sorte de dissymétrie, d'inégalité de traitement. C'est parce que eux ils sont faibles qu'on les juge, et de plus en plus on a un comportement qui atteste cette désaffection avec l'État, et ça c'est très dangereux. Nous le sentons, peut-être moins avec le cas de Kémi Séba, parce qu'avec Kémi Séba, la cible est autre, l'enjeu est autre. Mais géopolitique. Voilà, c'est les géopolitiques, c'est au niveau mondial, tout ça. Mais ici, au plan sénégalais, il y a cette désaffection-là que nous vivons. Si vous permettez, si c'est les jeunes, par exemple, de la génération de Guy Marius Sagna, bon, c'est vraiment une nouvelle génération qui n'a pas les mêmes présupposés que les précédents, et qui n'a même pas la même notion de l'autorité. Parce que l'autorité, si on la définit comme, pour ceux qui l'exercent, le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir, eux, les jeunes ne la perçoivent pas ainsi. Pour eux, ils la définissent comme une sorte de force. Et cette force... Un abus. Voilà, un abus. Bon, si je viens, c'est un peu le sens que donnent à l'autorité les juristes russes, par exemple. C'est une force. Mais cette force ne dépend pas de la volonté de celui qui domine, mais elle dépend surtout de l'acceptation de celui qui se soumet. C'est-à-dire, le citoyen, il accepte cette autorité. Mais dès l'instant qu'il la rejette, ça pose un problème. Et aujourd'hui, c'est le cas de la génération de Guy Marius Sagna. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'il en est, par exemple, à sa 32e privation de liberté. Mais c'est parce qu'ils sont dans une dynamique telle que, je ne trahis pas un secret, quand on les arrête, par exemple, dans les différentes brigades de gendarmerie ou les commissariats de police, et surtout à la police, mais ils refusent de se plier à l'interrogatoire. Quand ils ont fini... Pourquoi? Oui, mais attendez, il y a cette sorte de désaffection. Ils répondent aux questions concernant l'interrogatoire d'identité. Oui, je reconnais, je suis tel, fils de tel et de tel, mais ça s'arrête là. Ils ne répondent plus aux autres questions. Ils disent, écoutez, faites ce que vous voulez. Vous nous avez arrêtés en train d'exercer un droit constitutionnel. Maintenant, c'est à vous de faire vos PV, de les remplir de toutes les insanités que vous voulez. Mais nous démarquons de votre projet de justice dès à présent. Donc, depuis qu'on a commencé à arrêter ces garçons, ce qui arrive au parquet du procureur, c'est vraiment l'interrogatoire d'identité. Au fond, ils ne répondent pas. Et dans le même temps, pour vous dire que ces gosses sont quand même porteurs de projets, quand ils sont à la police, ils obtiennent des détergents grâce à leurs avocats, à leurs amis, mais ils mettent de l'ordre partout. C'est vraiment le cleaning, comme on dit, dans les toilettes. Quand ils sont là, les toilettes sentent bon, ils tuent les germes, ils rendent les prisons habitables. Oui, c'est ce que les policiers vivent. Et donc, d'où le fort courant de sympathie que ces garçons, et le respect qu'ils inspirent aux policiers. Et je parle sous le contrôle des policiers. Et quand ils viennent dans un commissariat, bien, ils le rendent tout propre. Et là, c'est déjà rassurant dans ce contexte. Et ça veut dire quoi réellement? C'est une nouvelle conception de la citoyenneté. Oui. Parce que quand même, ça traduit quoi? Non. Quand Guy Marius, dans son dernier courrier, s'adresse à la nation, à ses amis, à travers ses amis au monde, parce que c'est des courriers, nous sommes à l'ère d'Internet. Quand il dit que les détourneurs de deniers publics ne sont pas inquiétés dans ce pays, mais c'est nous, leurs victimes, qui payons les pots cassés, c'est nous qu'on arrête, c'est nous qu'on enferme. Eux, ils vous disent qu'ils ont au moins cette idée du bien public est tellement ancrée chez eux que quand ils sont privés dans des petits espaces, ils sont privés de liberté, ils commencent par rendre ces espaces habitables avec leur propre argent. Là, c'est des détergents, du crésil, des brosses, et ils lavent tout, ils lavent les toilettes. Parce que pour montrer que c'est des êtres humains qui sont là, on doit les traiter comme tels. Et donc, il y a un minimum. Vraiment, je pense que quand on a cet esprit-là, on peut faire confiance à ces gens-là. Et surtout, on peut les croire, on peut croire à leur bonne foi quand ils s'offusquent de la gestion erratique de l'électricité, par exemple, du gaspillage. Ou de Ça, c'est le motif pour lequel ils mènent leur combat. Justement, vous comprenez un peu. Le renchérissement du coût de la vie. Voilà, eux, ils sont donc dans tout un système très cohérent. Parce que dans le même temps, ils se rendent utiles. Vous vous rendez compte, c'est un trésor quand on a une jeunesse pareille. Je pense que ça, c'est l'autorité. Mais pour vous qui avez connu un long parcours de combattant sur le plan démocratique, quand vous en arrivez là, face à des jeunes, face à des citoyens conscients de l'enjeu,
et qui se battent, ça vous renseigne quoi? Ça me rassure, hein, parce que d'abord, c'est une excellente chose de savoir qu'on ne s'est pas battu pour rien. Le travail de prise de conscience, je pense à un homme comme Wade, qui aujourd'hui est âgé, mais il a ensemencé des idées quand même, qu'on le dise ou non, qu'on le veuille ou pas. Il a ensemencé des idées, il a suscité des vocations, il a créé, accompagné des combats, il a participé à une prise de conscience. Nous n'étions que des modestes relais, mais je pense que l'un dans l'autre, le résultat est là. Aujourd'hui, ces idées ont germé et voilà ce que ça donne. On a une toute nouvelle génération. C'est tous les jeunes, hein, de la même tranche d'âge que vous voyez, au-dessous de 35 ans, mais c'est une autre mentalité. Donc c'est assez trompeur, mais c'est des gens en tout cas sur qui on peut oui, c'est des jeunes qui disent non face à l'injustice de toutes sortes. Vous l'avez dit, vous les défendez dans les commissariats de police, des va-et-vient, quelqu'un comme Guy Marius Sagna que vous n'avez cessé de défendre. De ce point de vue, il a été même décoré, porté en fait par justement ses partisans. Cette manifestation en termes de décoration vis-à-vis d'un homme comme Guy Marius Sagna traduirait quoi pour l'avocat que vous êtes? Bon, ça c'est peut-être la marque de la reconnaissance, hein, qui sont dues aux pionniers. Parce que ces garçons savent qu'ils ont une vocation pionnière. Vous savez, les Mamadou Dia, feu Mamadou Dia, n'ont pas eu cette chance, ils n'ont pas été accompagnés. Eux-mêmes n'ont peut-être pas de leader au même titre que les Mamadou Dia qui exerçaient quand même le pouvoir. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un cas de figure. Hein. Macky Sall, c'est un jeune de leur génération, un peu plus âgé, qui a quand même été au pôle de gauche, qui a été quand même au PDS, même s'il n'a pas été au PDS des années de braise. Il a vécu quelques moments glorieux de l'histoire du PDS. Mais aujourd'hui, en tant que président de la République, il aurait pu être le chef de la société civile, justement, parce que c'est pas antinomique. On a vu Gbagbo avec les jeunes patriotes. C'était un courant tellement fort que les Français, vous avez vu le sort qu'ils ont réservé à Gbagbo après. Tous les jeunes s'étaient identifiés à lui. Mais le parcours de Gbagbo n'est pas celui de Macky Sall. Oui, je vous le concède. Justement, il faut aussi comprendre que tout le monde n'est pas Gbagbo. Oui. Parce que tout le monde a... On y reviendra, puisque vous faites partie de son pool d'avocats. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je veux dire qu'il faut comprendre que, vous savez, quand le colonialisme, ou bien le néocolonialisme négrier, impénitent, avec toute sa violence, sévit sur un système ou sur un homme, vraiment, ça peut décourager des vocations. Hein. Donc peut-être il y a beaucoup de jeunes présidents qui sont comme Gbagbo ou qui admirent le combat de Gbagbo, mais qui savent que voilà la destination, le terminus dans ce cas-là. Si vous pouvez avoir la vision. Serait-il l'exemple d'un personnage comme Guy Marius Sagna, connaissant quand on mène un combat dans des pays comme les nôtres, c'est des combats difficiles, vous acceptez de les mener, ça suppose quelque part que la finalité, vous la connaissez, mais vous acceptez d'en endosser la responsabilité. Ouais, c'est Frantz Fanon. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Chaque génération doit donc savoir qu'est-ce qu'elle a à faire, et puis soit elle trahit sa mission, soit elle la remplit. Je pense que c'est ça. C'est des jeunes qui sont sans illusion. Ils se battent parce que au moins demain, on dira des gens se sont battus. Maintenant, Dieu peut faire que leur combat soit triomphal et qu'ils en récoltent les fruits. Contrairement, ou bien même conformément à notre tradition, notre sagesse Wolof qui dit que quand tu te bats pour quelque chose, c'est quelque chose dont tu dois assister aux fruits, à l'éclosion. Mais c'est faux. On peut venir ensemencer des idées aussi, on peut venir tracer une voie et partir, ça dépend. Et puis moi, ma conviction profonde, c'est que chacun a son destin. Et qu'il le veuille ou non, il va l'assumer. Bon, maintenant, beaucoup de héros ont devancé ces jeunes-là. Ils n'ont pas assisté aux fruits. Oui, à l'image de Omar Blondin Diop, par exemple. L'exemple a été donné. C'est un bon exemple. Oui. Au niveau macro, on a l'exemple de Sankara. Oui. Mais aujourd'hui, c'est des noms qui ne s'éteindront jamais. Tout le temps, on va parler d'eux et ils continuent de susciter des vocations chez ces jeunes. Mais je pense que les conditions sont telles que
ces jeunes sont dans une position d'abord politique, intellectuelle, et tous lanceurs d'alerte qu'ils sont, très courageux. Ils ont un respect scrupuleux de la règle de droit. C'est-à-dire on ne les verra jamais insulter les gens ou aller brûler des édifices publics ou s'attaquer aux biens des privés ou au domicile. Non. Mais comment comprenez-vous l'attitude de Guy Marius Sagna devant le palais de la République, par exemple? Vous savez, c'est un piège qui a été tendu. Parce qu'en temps normal, si les gens ne voulaient pas que Guy approche le palais, ce serait le cas. Surtout qu'il avait quitté la place de l'Indépendance. Ça a été planifié pour vous? Ça a été planifié, tout à fait. C'était vraiment un sordide complot pour liquider des gens, et ça a été fait. Parce que vous avez vu que dans les heures qui ont suivi, ceux qui ont organisé tout ça, entre guillemets, ont eu le plaisir de constater que le commissaire central venait donc d'être limogé, voilà, parce qu'il ne voulait pas de ce central-là, c'est clair, hein, vous savez, c'est un épiphénomène, hein, mais que Guy arrive jusqu'aux portes du palais, parce que ce jour-là, il y a un agent en service au commissariat central, Sonko d'ailleurs, mais c'est le seul dans tout le dispositif, parmi tout le personnel qui a eu à se placer devant le siège de l'IPRES. Je ne vois pas si vous voyez en face de la présidence. Il était le seul. Il a dit qu'à lui seul, il ne pouvait pas arrêter la vague parce qu'il s'est agrippé physiquement avec Guy Marius, qui bénéficiait, tenez-vous bien, d'une sorte de vague qui le poussait et qui était constituée des caméramans, des télé, internet et privés, qui le propulsait. Donc voilà, c'est le système, c'est ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable, alors qu'on nous dit que le palais, c'est une enceinte militaire qui doit être hyper protégée. Voilà, aucune protection. En fait, lui, il est parti parce qu'il avait annoncé la veille que j'irai jusqu'aux grilles du palais. Ils ont surfé sur cette déclaration. Le commissaire pour central, le piéger. Oui, le commissaire central aussi a été piégé parce qu'il se disait que ça, c'est... De toute façon, on a un dispositif qui va l'empêcher. Comme c'est pas un spécialiste du service d'ordre, parce que son pedigree de militaire l'autorisait plutôt à avoir des compétences en histoire de plan de circulation et autres. Voilà, donc on n'en voulait pas au niveau de la hiérarchie et on l'a fait sauter comme ça. Oui, mais à un moment donné, on vous a senti quelque peu être gagné par la passion dans justement la gestion de ce dossier. Finalement, l'avocat que vous êtes dans un dossier pareil vous inspire quoi justement tout au long de ce processus? Non, jamais gagné par la passion, parce que la distanciation, je l'observe toujours. Il arrive des fois dans l'expression de ce qu'on ressent. C'est vrai, on faute un peu, mais nous, on ne peut pas être stressé au point de verser dans la passion. Parce que nous relativisons tout ça. On a vu plus grave, on a vécu plus grave. Donc, c'est avec du genre? Non, beaucoup de choses, parce que quand même dans les différents pays africains où nous sommes allés, on a tout vu et son contraire. Ici même au Sénégal, on a assisté vraiment à des moments comme le 6 février 1994. Ah oui? Et quand vous avez assisté à ces choses-là, vous voyez des manifestants. Vous en retenez quoi? Oui, mais des moments atroces, des manifestants qui mettent le feu à un bus, un car de police où il y a des policiers. Et ils sont grillés comme ça, vous assistez à ces choses-là. C'était un peu la fameuse marche du 6 février, avec une opposition totalement réunie, qui bénéficiait du renfort du groupe de Moustarchidine, dont le leader était en prison. Puis voilà, donc, ils ont eu un meeting monstre sur les allées du Centenaire. À un certain moment, la foule scandait. D'ailleurs, on va marcher vers le palais, on va marcher vers le palais. Personne ne pouvait arrêter ces gens-là. Ils ont pris la direction du palais. Bon, c'est vrai qu'il y a eu... L'environnement du meeting était tel et puis l'organisation de l'opposition à l'époque était telle que il y a eu des failles dans le dispositif policier parce que l'État ne doit pas traiter à la légère les mouvements de foule et les grands rassemblements. Et là, c'est ce qui a été fait. Il y a eu officiellement 6 policiers qui ont perdu la vie. Et surtout, on a eu des gens qui se sont déplacés jusqu'aux grilles du palais. Il a fallu que les militaires viennent avec un dispositif de guerre. Ils étaient prêts à ouvrir le feu. Et Dieu merci, donc une main de paix s'est posée sur tout cela. C'est rentré dans l'ordre. En 87, on a assisté au face-à-face du 14 avril, la place d'Indépendance entre les policiers et les gendarmes. On a vécu toutes ces choses-là. Vous voyez, je ne dis pas qu'avec le recul, on est impressionné, mais quand on vit ces moments-là, quand même, parce qu'il y a
un réel changement. Hein. C'est vraiment des petits problèmes par rapport à tout ça. Mais il est bon de rappeler les principes. Oui. Quand les principes sont violés avec une telle récurrence, il est bon quand même de... Et de plus en plus, assistons-nous à la violation des droits humains. Vous qui êtes avocat sur le terrain, quotidiennement en train de défendre justement ces acteurs sur le terrain, oui, quel renseignement êtes-vous en train justement d'observer une certaine violation des droits humains sous Macky Sall aujourd'hui? Oui, je pense que là, qu'on le veuille ou non, le passif humanitaire est devenu très, très, très important. Ah oui? Oui, et on se pose des problèmes. On se pose des problèmes. Parce que vous savez, quand les autorités policières, par exemple, elles-mêmes ont conscience qu'elles exécutent des ordres manifestement illégaux, ça pose problème. Enfin, nous, on leur dit, vous savez que la loi vous interdit d'exécuter des ordres illégaux, de refuser. Mais ils sont dans... Et puis quand ils sont poursuivis, il n'y a aucun soutien. Bon, l'illégalité, elle est manifeste. Les dénis de droit sont devenus quelque chose qu'on a même banalisé au Sénégal. Alors qu'il y a un moment, c'était impensable. Aujourd'hui, on arrête qui on veut, sous le plus petit prétexte, au moment où on peut fermer les yeux sur les méfaits les plus graves. Ça pose problème. C'est de nature à décourager d'ailleurs les organes de poursuite déjà. Mais quand on se rend compte qu'il y a des gens dans le système qui sont là que pour exécuter les ordres, vraiment, ça pose problème. Et vous savez, c'est un tout. Parce qu'une société a des garde-fous. Le prince peut donner son avis, c'est désidérata, voilà ce que je veux, mais quelque part on l'arrête parce qu'il y a des gens qui refusent, ils disent ça, on ne peut pas le faire. Et ça se passe aujourd'hui dans des pays africains qui ne connaissaient pas cela et qui nous regardaient avec admiration, avec une sorte de, je vous dis même pas, une admiration qui confinait même à l'adoration. Je me rappelle, je parle sous le contrôle de Sidiki Kaba, notre premier voyage en Côte d'Ivoire. Nous, on s'est vus dans l'avion. On allait tous les deux pour défendre Gbagbo, lui au titre des droits de l'homme, moi parce que j'avais des rapports personnels avec lui et Feu Boga Doudou, son ministre de l'Intérieur, qui avait été atrocement tué là. Mais quand nous sommes arrivés, Sidiki Kaba, c'est un grand avocat. Il a vraiment blanchi sous le harnais. Nous sommes allés pour la traditionnelle visite de courtoisie au bâtonnier d'Abidjan. Mais quand il nous a ouvert la porte, il y avait un portrait géant du feu président Houphouët-Boigny qui ornait son bureau. Il m'a retenu. Moi, je venais de prêter serment, j'étais avocat stagiaire. Il m'a dit, confrère, arrête-toi, on n'entre pas. Le bâtonnier était surpris, mais venez. Il dit, non, c'est bon. Mais venez, cher confrère. Il dit, non, c'est bon. Mais pourquoi vous venez pas? Alors, il a compris avec la photo du président dans le cabinet d'un avocat. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne va pas de pair. Oui, les principes. Voilà. Et nous ne sommes pas entrés dans ce bureau à cause de ça. Et au procès, les avocats qui sont là ont pris réellement la mesure de leur mission. Quand nous, avocats sénégalais, nous avons ouvert la bouche et qu'on a commencé à soulever même des exceptions parce que ça ne se faisait pas là-bas. Quand vous souleviez une exception d'incompétence du juge, le juge pensait que vous le traitez lui-même d'incompétent et là, il le prenait mal. On a déroulé librement et je pense que ce procès, surtout moi, dès le premier jour, il avait été arrêté parce que le président, à certains moments, était tellement courroucé qu'il avait donné l'ordre de m'arrêter séance tenante. Ah oui? Oui, ça a créé beaucoup de problèmes. Les avocats ont refusé. Voilà, bon, je vous fais grâce de toutes les péripéties. Mais pour vous dire que le Sénégal a toujours eu une vocation pionnière en matière de droits de l'homme, de démocratie, c'est vrai, et de justice. Et nous avons eu l'honneur dans tous les pays où nous sommes allés de conforter cette réputation et d'aider ces gens-là à respecter le droit et surtout on a suscité beaucoup de vocations. On voit aujourd'hui des avocats qui nous disent nous sommes devenus avocats grâce à vous parce qu'on vous a suivi. Des magistrats également qui nous disent que nous avons aimé le droit, la justice grâce à vous. Voilà, maintenant c'est ces gens-là qui nous donnent des leçons sur tous les plans. Mais pourquoi, comment en est-on arrivé là? Vous serez tenté de dire que sous Macky Sall, justement, les droits humains ne sont pas respectés? Oui, vous savez ça, parce que nous avons eu le privilège. Moi, les 12 premières années de ma pratique d'avocat,
c'était sous Abdou Diouf, de 88 à 2000. Oui. Les 12 années suivantes, de 2000 à 2012, c'était sous Abdoulaye Wade. Oui. Et là, je suis à ma 30e année, donc les 10 ans, je suis sous Macky Sall. Donc je suis bien placé pour savoir ce qui ne va pas. Quelle appréciation? Négative, positive? C'est l'appréciation. D'abord, Wade nous avait enseigné que l'avance ou le recul d'un pays ne s'apprécie pas par rapport aux autres pays, mais par rapport à sa propre histoire. Donc si on voit notre propre histoire, on a reculé de façon drastique. Et là, c'est peut-être parce que, je ne dis pas que c'est Wade, je ne dis pas que c'est Macky Sall, mais le juge qui était là sous Senghor et sous Abdou Diouf n'est peut-être plus le juge qui est là actuellement. Ah oui? Mais c'est tout simplement ça. Parce que les mêmes instruments sont là. Les juges bénéficient de les mêmes protections. On leur dit que vous n'êtes soumis qu'à la seule autorité de la loi. Beaucoup l'ont compris, mais beaucoup ne l'ont pas compris non plus. Mais là, vous remettez en cause l'appareil judiciaire, qui est un pouvoir au Sénégal. Non, ce n'est pas un pouvoir. La preuve, on parle d'autorité judiciaire. En France, mais pas au Sénégal. Oui, mais on ne peut pas dire que c'est un pouvoir dans les faits. Parce que si ici on vous dit aussi bien la loi organique sur la Cour suprême, les lois qui régissent l'organisation du On parle de séparation de trois pouvoirs. Oui, d'accord. Oui. Vous savez, ça c'est les grands principes, séparation des pouvoirs. Wade nous disait d'ailleurs, vous savez, Montesquieu, là, s'il vient au Sénégal, on va lui donner une ardoise et il va aller prendre des cours d'histoire. En réalité, il n'y a pas trois pouvoirs. Il y a un seul pouvoir, c'est le parti politique. Et c'est ce qu'on vit dans nos pays. Hein. C'est le pouvoir de l'APR. Hier, c'était le pouvoir du PDS. Ensuite du Parti socialiste. Mais c'est tout. Maintenant, voilà. On demande plus aux juges, comme en Côte d'Ivoire, de s'encarter, d'acheter la carte du parti. Mais il y en a qui pensent que pour avoir des postes de responsabilité, il faut être en tout cas militant, entre guillemets. Quand un juge se dit que sous sa robe, il doit avoir un uniforme de militant, ça pose un problème. Et de plus en plus, il y a des juges donc qui sont couchés, qui sont prêts à faire tout ce qu'on leur demande. Et jusqu'au niveau des juges d'instruction, qui sont indépendants. Le parquet, c'est un peu plus difficile, encore que tout procureur doit être indépendant. Maintenant, les juridictions, on ne les donne pas à n'importe qui. Il faut peut-être manifester un peu de preuve de loyauté, entre guillemets. Loyauté, c'est quoi? C'est de se conformer à la volonté du prince. Or, le pouvoir, comme vous dites, doit arrêter le pouvoir. Maintenant, on a la réalité dans les juridictions. On a des juges, très excellents juges, qui disent le droit, qui n'ont pas d'autre état d'âme. Parce que si vous prenez le cas de Kémy Séba, la France, la BCEAO, tout le monde s'attendait à une condamnation. Les jeunes juges qui l'ont jugé ont dit le droit et ils ont ordonné ça relax. Ils ont même dit qu'on le renvoyait des fins de la poursuite parce qu'il n'y avait pas d'infraction. Et ça, quand même, c'est des décisions honorables. Et tous les jours que Dieu fait, ce sont des décisions pareilles qu'on rend dans les dossiers. Dans les dossiers maintenant, certains dossiers politiques, voilà, on a l'impression que c'est ça. Mais c'est exactement ça. Parce que dans les dossiers politiques, des dossiers de règlement de compte, vraiment, on ne reconnaît plus les magistrats. Et ça, les magistrats de la base, tout le monde en souffre. C'est ça, malheureusement. Vous prenez un dossier comme celui de Khalifa Sall. Voilà, on a donné ces dossiers courts. La cour de la CEDEAO, lors de sa dernière rencontre à Dakar, l'a constaté, pour ne pas dire l'a noté, que le Sénégal ne respecte pas les décisions de cette cour de justice de la CEDEAO. Oui. C'est grave. C'est triste aussi pour nous parce que c'est le Sénégal, comme je vous dis, c'est le Sénégal avec sa vocation pionnière dans ce domaine qui n'a pas voulu rentrer dans les rangs. La CEDEAO est composée de 15 États. Il n'y a que 6 en général qui respectent les décisions scrupuleusement. Et pourtant au Sénégal, on a des décisions, je ne parle pas d'avis, mais on a des décisions du Conseil constitutionnel depuis mai et juin 1993. Décision 1, 2 et 3 des mois de mai et juin, mais qui disent exactement que toutes les stipulations comprises dans les instruments de protection et de promotion des droits de l'homme, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme, le pacte relatif aux droits civils et politiques, toutes ces stipulations ont valeur constitutionnelle au Sénégal et les décisions que rendent les instances supérieures sont applicables et vraiment s'imposent erga omnes, c'est-à-dire auprès de tous, administrateurs, juges, autorités,
Mais on ne respecte pas Et ça. là, on vous parle de souveraineté. Oui, oui, c'est de souveraineté très, très, très mal comprise. D'ailleurs, c'est pas ça la souveraineté. En fait, excusez-moi le terme, mais c'est du je m'en foutisme, quoi. C'est des gens qui sont pas prêts à se plier, alors que le Sénégal a la chance, parce que c'est le Sénégal qui a initié cette cour-là. On a une cour unique au monde, parce que c'est la seule cour au monde. Parce que dans les autres cours de justice internationales, on vous dit qu'il faut épuiser les voies internes. Avec la CEDEAO qui est à Abuja, vous n'avez même pas besoin d'entamer les procédures internes. Quand quelque chose vous fait mal, vous pouvez directement saisir Abuja en référé. Donc, c'est vous dire que même si vous saisissez le juge national, vous avez la possibilité concomitamment de saisir Abuja. Et il rend des décisions vraiment clean et rapides. Mais il y a des gens qui ont décidé de ne pas exécuter ces décisions. Vous voulez revenir sur le cas Khalifa Sall? Non, je ne veux pas y revenir. Vous savez, c'était juste pour dire que voici un homme qui a été jugé donc par tout le monde, parce que tout le monde s'y est mis dessus, et c'est pas un bon exemple. Surtout, je pense aux enfants qui sont à la faculté, à qui on apprend des principes et qui voient les violations de ces principes. Je prie pour que tout cela soit un très mauvais souvenir, d'autant plus que vraiment, Khalifa Sall a souffert vraiment de la raison d'État qu'ils ont invoquée. C'est quand l'État n'a pas raison qu'il invoque la raison d'État. Et lui a été victime donc des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Tout le monde l'a lâché, et jusqu'à la fin pour le faire sortir de prison, alors que son honneur lui interdisait de demander la grâce. On a suscité quelqu'un pour écrire la grâce en son nom. Mais de plus en plus, on constate cette voie-là. Pourquoi? Bon, c'est la politisation poussée à son extrême. Et c'est grave qu'on utilise des conseils, des avocats pour Ça a été le cas sous Guy Marius Sagna? Oui, ça a été le cas sous Guy Marius Sagna, parce que Guy Marius Sagna, on l'a défini comme un fonds de commerce politique, et d'aucuns donc ont mis son cas sur la balance pour rester au dialogue national. Ils en ont fait une condition, il fallait qu'ils sortent. C'est tout à leur honneur, mais malheureusement les conditions dans lesquelles cela s'est fait ont été telles que ce n'est pas très glorieux, parce que donc le FNR a donc désigné son avocat. Je dois dire, pour restaurer un peu la vérité, que l'avocat a pu aller voir Guy Marius pour l'informer que le FNR l'avait constitué pour le défendre. Guy Marius a répondu avec beaucoup de gentillesse, parce que c'est un garçon gentil, il l'a remercié, mais l'avocat ne lui a pas dit qu'il allait initier une demande de liberté provisoire. Et plus grave, l'avocat ne nous a pas informé. Nous, c'est par la presse interposée qu'on suivait les différentes actions jusqu'à sa liberté. Ouais, voilà, vraiment, parce que nous sommes quand même assujettis à des règles. Et la conclusion pour vous, en tant qu'avocat de Guy Marius Sagna? C'est que quand l'État veut une décision sur le terrain judiciaire, il l'obtient. Parce que Guy Marius donc ne savait même pas que le processus de sa liberté était enclenché, d'autant moins qu'on l'a jamais appelé pour apposer sa signature, son empreinte. Vous savez, en prison, les détenus ne signent pas. Ils apposent leur empreinte sur l'élection de domicile. Voilà. Donc, même le dossier de libération n'est pas complet, il n'a pas signé d'élection de domicile. Mais comme l'État voulait qu'il sorte, voilà, ils ont pris leur avocat. Ça ne devait pas gêner qu'il passe par nous. D'autant moins que moi, un avocat était venu quelque temps auparavant, après le rejet de notre demande, pour me dire, voilà, j'ai vu quelqu'un, maintenant c'est très simple, je ne vais pas entrer dans les détails, mais faites une autre demande, ajoutez mon nom, et puis il va sortir. Ah oui? Oui, mais comme entre nous, on ne se casse pas les choses, je dis, écoute, toi, sous le vernis de ta robe, je pense qu'il te reste peut-être seulement le carnet sanitaire, parce que là, vraiment, il ne faut pas déconner, Alors, je l'ai envoyé paître. Oui. C'est exactement, voilà. Vous avez rejeté totalement? Oui, mais absolument. C'est ce qu'on appelle une proposition malhonnête. Parce que, entre avocats, ça existe entre vous? Je pense que... Pourquoi vous n'avez pas saisi le bâtonnier? C'est pas nécessaire. C'était une tentative un peu maladroite, peut-être, mais on a vu avec ce qui s'est passé avec Guy Marius, que le FNR, qui n'a aucun atome crochu avec Guy Marius, s'est permis de lui trouver un avocat. C'est moins grave, c'est des politiciens. Mais la suite, quelle est-elle? C'est que l'avocat est entré par effraction dans un dossier sans y être invité. Parce que quand vous entrez dans un dossier, la règle minimale de courtoisie, vous informez les confrères qui Mais est-ce que c'est légal? Non, c'est pas légal, justement, ce que je vous dis. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et ça, le Conseil de l'ordre peut s'autosaisir.
et enquêter et prendre des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'extrême. Ça ne se fait pas. Mais pourquoi vous n'avez pas initié justement une des poursuites? Oui, mais vous savez, on est dans un pays malheureusement avec ses réalités et on est dans une république démocratique qui s'appelle le barreau. Parce que vous savez, dans le barreau, vous ne pouvez pas, il faut quand même, chacun a son point de vue. Il y a des gens qui sont prompts à tout relativiser, à tout banaliser. Ils vous disent non, c'est pas la peine. Parce que quand Khalifa Sall, on l'a sorti. Ce que vous dites est assez grave quand même. C'est gravissime. Oui. Quand Khalifa Sall, je vous donne la mesure, parce que dans le cas de Khalifa Sall, on n'était pas que des Sénégalais. Il y avait un avocat français, il y avait un avocat camerounais, il y avait un avocat malien. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Bon, parmi nous aussi, il y a des avocats qui étaient partants pour la saisine du Conseil de l'ordre, pour l'informer. Parce que c'était dégoûtant. Mais finalement, les gens, vous savez, on a tout banalisé, on a tout mis sur le compte de Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est grand, laissons tomber. Et voilà, on a laissé tomber. Et dans ce cas aussi, on va laisser tomber. Et c'est comme ça. Et on banalise tout dans ce pays. C'est à tous les niveaux. Oui, mais finalement, s'agit-il d'un problème de système ou justement d'un problème de gestion d'un système? Oui, mais c'est tout à la fois. Nous sommes comme ça. Je pense que ça, c'est indécrottable. Maintenant, si vous y allez, parce que moi j'étais partant, parce que vous savez, on est très amis. L'avocat qui a fait cela, il nous a devancé au barreau. Moi, c'est d'abord un ami, c'est un modèle qui a été, qui reste un grand avocat, qui a été un garde des Sceaux en plus, excellent. Mais j'ai pas compris qu'il puisse aller à ça, parce que d'autant moins qu'aujourd'hui les jeunes avocats ont l'âge de nos enfants. On leur donne pas un bon exemple. Je pense que donc c'est un système. Il faut avoir le courage de dire les mots. C'est une très bonne question. C'est un système totalement vermoulu. C'est un système très vieux dont il faut se départir. Et ça, il faut se départir. Pour vous, Ousmane Sonko a eu raison justement de se battre pour justement casser complètement ce système. Mais absolument. Et c'est pourquoi il a la sympathie et l'aide des gens comme moi. Il a raison. Nous, ce qu'on vivait, lui, il est venu en très peu de mots. Je ne sais pas quelle force céleste l'a inspiré, mais ce qu'il dit, c'est ce que nous vivons. Nous appartenons à un système décrépit, passé de mode, et nous en contentons. Nous relativisons notre appartenance à ce système, mais nous avons la volonté et le courage de nous en sortir. Il faut qu'on en sorte. Parce que là, et ces signaux qui apparaissent de plus en plus vous présagent de l'espoir quant à la suite? Absolument. Je pense que tout vient à son heure. Et effectivement, ce qui se passait avant ne peut plus se passer. Il y a un changement. Les signes sont là, les signes avant-coureurs sont là. On a même dépassé les signes avant-coureurs. On est en plein dans le changement. C'est pourquoi le Sénégal est en crise. Comme disait l'autre, il y a crise quand l'ancien système est fini et que le nouveau système tarde à s'installer. Nous sommes dans cet intervalle. C'est pourquoi tout est un peu confus, mais la volonté de changement, elle est là. Et oui, elle est manifeste. Mais alors, Maître Khoureyshiba, qui est l'invité d'objection de ce dimanche, Maître, on va enclencher rapidement. Deux questions majeures et non mineures s'imposent. Je veux parler d'abord de ce questionnement sur la lutte contre la corruption. Vous avez suivi justement la transmission des rapports 2017 et 2018 de l'OFNAC. Je veux parler justement un des points à la page 26. À la page 26, autour de ce rapport sur la vente d'actions Petrotim, Miss Corporation, Cosmos Energy, le rapport 2017 de l'OFNAC a visé les délits de concussion, complicité de concussion, faux et usage de faux. Alors, de ce point de vue, à la page 26 de ce rapport, l'OFNAC a transmis le dossier au procureur. Oui. Que reste-t-il de ce combat, finalement? Bon, je pense que maintenant, le procureur est appelé à faire son travail. Maintenant, lui, il a l'opportunité de poursuites. Bon, ex nihilo, il a une hiérarchie. On va donc tous attendre de voir ce qui sera décidé. Mais en tout état de cause, il faut le faire dans le respect des principes. Le principe fondamental, c'est le respect de la présomption d'innocence. Vous savez, le procès pénal, c'est surtout ça, la présomption d'innocence. Et dans une démocratie, c'est vrai, quand des rapports sortent, on organise tout de suite un procès public dans les médias. Bon, c'est vrai, parce que souvent, c'est naturel, hein. Bon, maintenant, il faut quand même que les professionnels du droit aient à l'esprit qu'il faut préserver
la présomption d'innocence, qui est fondamentale, la présomption d'innocence. Oui, mais Ousmane Sonko, qui s'activait dans ce dossier précis, a-t-il finalement eu raison? Mais absolument. Moi-même, je suis son avocat, parmi ses avocats dans ce dossier. Dans ce dossier, oui. C'est pour ça que je vous pose la question directement. Mais dans le respect des principes, nous n'avons aucun doute que la justice va se saisir de tout ce dont elle est. Au moins pour cette fois-ci, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Nous n'avons aucun doute, c'est que c'est le temps de la justice qui est très lent. Et je pense que, connaissant le président aussi, il va laisser faire les gens. Parce qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Voilà, c'est possible, quoi. Et je pense que voilà, tout le monde saura faire preuve de sagesse et laisser la justice faire son travail. On ne peut pas soustraire les gens comme ça de l'action de la justice. Alors, maître, oui, dans la même dynamique, maintenant nous parlons de dialogue, nous y sommes, nous y restons. Oui, je veux parler du dossier de l'amnistie autour de Khalifa Sall et de Karim Wade. Ce dossier vous inspire quoi, puisque ce sujet est en train d'être discuté en plein dialogue? Oui, je pense que je n'ai pas très suivi non plus, mais c'est sur la table. L'amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade. Karim Wade, voilà. De toute façon, il y a des développements pour monsieur Karim Wade. Bon, parce que je n'ai pas défendu Karim Wade, donc je connais moins son dossier. Mais dans le cas de Khalifa Sall, sa réhabilitation, vraiment est une nécessité aujourd'hui pour vous. Elle est impérieuse. Pour vous. C'est un impératif. Pourquoi? Parce que l'œuvre de justice a été très mal faite. Elle a été injuste de bout en bout. Khalifa Sall a été une victime de l'injustice de la justice. Khalifa Sall est un innocent en puissance, quelqu'un qui n'a rien fait. On l'a sali, on l'a privé de sa liberté, on l'a traîné dans la boue. Et il a vécu tout cela avec beaucoup de stoïcisme. Mais au finish, il a été gracié dans les conditions que l'on sait. Il lui reste maintenant à être réhabilité. Ça, c'est même. Mais l'amnistie, c'est bon, ça efface tous les faits. Et qu'on le veuille ou non, lui, il est éligible à l'amnistie. Ouais. Ah oui? Ah oui, on doit lui demander pardon pour tout ce qu'on l'a fait endurer. Et surtout lui vraiment, mais ça les gens l'ont compris, hein. Khalifa Sall n'est pas un homme méprisé par les populations, au contraire c'est un martyr, et quand je pense à Khalifa, je regarde toujours Erdogan, le président turc, qui a été maire d'Istanbul, injustement privé de sa liberté, qui a connu le même calvaire alors qu'il n'avait rien fait, et voilà, maintenant il est président de la République. Je ne sais pas quel est le destin de Khalifa Sall, mais au moins en tant que Sénégalais, père de famille, socialiste très vieux, hein, qui est entré en politique à l'âge de 11 ans, je pense qu'on doit enfin lui rendre justice, vraiment en le lavant. Il est déjà propre, mais en le lavant plus blanc que blanc même, parce que là, il n'a absolument rien fait. Et c'est une bonne chose en tout cas qu'au niveau du dialogue, on ait pris pour priorité son cas, ainsi que le cas de M. Karim Wade. Ici au Sénégal, on doit quand même raison garder. Je pense que tous les signaux convergent sur ce point. Macky Sall, le moment venu, il va partir, il va respecter la Constitution. Je le dis parce que je connais l'homme, mais je suis Sénégalais aussi, je vois les réalités. Ça fait quelques jours qu'on a fêté le premier anniversaire de sa réélection. 1 an, mais on dirait que 5 ans déjà. Les gens sont fatigués. Et lui-même, il a pris la mesure, l'ampleur de la fatigue des citoyens. Macky Sall ne va jamais provoquer les gens en demandant un 3e mandat. Il ne le fera pas, ça, rassurons-nous. En tout cas, c'est pas Ouattara qui l'aime bien, je vois qu'il l'aime bien, c'est un peu son mentor sur beaucoup de points, ce que je désapprouve fortement d'ailleurs. Parce c'est quand même. Mais vous avez un problème avec Ouattara? Bon, pas spécialement, hein, pas spécialement. C'est lui qui a un problème avec Gbagbo, avec ses amis et tout ça. Nous sommes, avec d'autres Ivoiriens, depuis qu'il est là, nous sommes empêchés de mettre le pied sur le territoire ivoirien. Ah oui? Nous sommes en danger de mort. Et même chez vous, s'il cherche à vous nuire, il le fait. Non, écoutez, c'est un homme spécial. On ne va pas parler de Ouattara, c'est un chef d'État aussi. Mon serment même m'interdit de dire du mal d'un chef d'État étranger. Mais voilà, Ouattara, c'est Ouattara. Hein. Écoutez, c'est le pilier de la France-Afrique. Aujourd'hui, la France-Afrique a vraiment un problème de survie. Et ils vont mettre tous les atouts dans la balance.
Maintenant, s'agissant du Sénégal, c'est un oui, cas mais la particulier. Côte d'Ivoire, c'est un enjeu terrible pour la France. Oui, oui, tout à fait. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est même pas le Sénégal, c'est l'enjeu vraiment terrible. Quand on dit Abidjan-sur-Seine, on peut le dire que c'est le 102 ou le 103e département français. Ça, c'est complètement différent. Par contre, ici, la France a beaucoup plus de possibilités de combinaison, le personnel politique est de qualité. Ensuite, je pense s'ils doivent rester ce système-là, ils ont beaucoup d'autres gens sur qui compter. Parce que vous allez au dialogue national, toutes ces figures politiques que vous voyez ne rêvent que d'une chose, c'est de faire la même chose que M. Macky Sall. Ah oui? Oui, absolument. Ils sont tous favorables à ce que fait Macky Sall. La France-Afrique a de beaux jours au Sénégal. Donc, s'il manœuvre bien, M. Macky Sall va partir avec la gloire. Et il sera remplacé par quelqu'un qui va être même beaucoup plus loyal vis-à-vis de la France-Afrique. Il faut pas, sauf, bon, il y a un seul ou deux personnes qui vous disent le système. Mais tout le reste du système-là, ils sont là pour la perpétuation de ce système. Ça ne Oui, même pas. oui, mais il y a en face quand même cette jeunesse qui est là. Heureusement. Debout. Heureusement. Non pas couché, non couché. Oui, heureusement, il y a cette jeunesse, mais ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon, parce que si elle est déterminée, de l'autre en face aussi, les gens sont déterminés. La France n'est pas prête de lâcher le Sénégal. C'est aussi un enjeu majeur. C'est comme disait le diplomate américain, la France n'est grande que quand elle est juchée sur les épaules de l'Afrique. Ça, ils l'ont compris. Et ça, c'est un fait, même pas historique, mais actuel. La France-Afrique est là. La monnaie, ils vont pas la lâcher. On peut pas prendre dans tous nos pays l'eau, l'électricité, le téléphone, les grands marchés, les grandes ressources et laisser tout ça du jour au lendemain pour être demain au rang du Portugal ou de la Belgique. Non, la France n'est pas prête d'accepter cela. Ils ont besoin, un besoin vital de nous et de nos ressources, et ils payent le prix fort. Vous voyez des jeunes comme Kémy Séba, comment ils sont maltraités. On va dire qu'ils n'ont même pas affaire au gouvernement local, mais à la France, là, qui va jusqu'à leur refuser l'accès sur notre sol, au moment où, par exemple, on laisse les Français venir allègrement avec leurs maladies sur notre sol. Vous voulez parler du coronavirus, Covid-19, oui, du coronavirus, oui. Autre chose. Oui, mais justement, comment appréciez-vous? Justement, le premier patient est guéri. Quelle appréciation? Oui, moi, ce qui me fait mal, c'est que, bon, je retourne à l'époque de l'Ebola. Il y avait un Guinéen qui avait été pris, je pense, vous avez vu le tollé que ça a suscité. Et même Alpha Condé avait même un incident diplomatique entre les deux États, parce que c'est Guinéen, mais on laisse entrer les Français, mais les vols sont en train d'entrer, ils débarquent des centaines de touristes à Dakar et là-bas. Et ça fait mal aussi, et c'est inquiétant que la France vraiment continue de nous déverser ces gens-là, parce que dans l'autre sens, ça c'était même impossible. Si on disait que l'Afrique, le Sénégal était le foyer infectieux, le départ de l'épidémie ou de la pandémie, vous ne verrez pas un seul Sénégalais être accepté dans les aéroports en France ou ailleurs. Et voilà, donc moi, c'est ça que je ne comprends pas en fait. C'est la mise en danger de la vie d'autrui. On laisse des gens entrer par centaines. Aussi, les citoyens eux-mêmes font preuve d'une désinvolture telle que quand on interdit des rassemblements, ils n'en font qu'à leur tête. L'État n'a pas l'autorité nécessaire pour imposer ses vues. Comment expliquez-vous cela? De ce point de vue, on parle de propagation, on parle de risque d'infection. Comment appréciez-vous le fait que, par exemple, que des rassemblements continuent? Oui, la raison d'État, vous voulez dire les pouvoirs régaliens de l'État, la souveraineté, la force de l'État. C'est ça, l'autorité. L'État a le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir. Dans un État organisé, quand on en arrive là, on prend, si je vous dis, je ne demande pas d'aller décréter l'état de siège à l'Assemblée nationale, ou bien l'état d'urgence, mais non, on prend une mesure de salubrité publique qui consiste à interdire les rassemblements. Parce que si, par exemple, toutes les manifestations gouvernementales ont été interdites, c'est a priori d'interdire les autres manifestations. Le plus pour le moins. Oui. Il faut que les gens aussi, il faut que les gens sachent qu'il y a une autorité qui interdit de se rassembler. Parce que comme vous dites, il y a les problèmes de propagation. Oui, le risque, il est là. On ne sait pas. Il y a des risques. Des risques extrêmes. D'autant plus que c'est pour une période quand même à risque. C'est exactement période ça. Nouvelle, situation nouvelle, mesures nouvelles. C'est complètement surréaliste, quoi. C'est la situation à laquelle nous assistons. Encore une fois, c'est l'État qui est interpellé. D'abord, il y a la gestion erratique de la crise par le ministre de la Santé. Parce que quand les premiers concernés, le syndicat des médecins, s'offusquent de la façon dont on gère ce dossier-là, et que les citoyens eux-mêmes
voient qu'ils sont à l'abandon parce que l'État avait pris une décision tout à fait responsable d'interdire les rassemblements, mais il faut que les services de l'État, surtout les forces de défense et de sécurité, sachent qu'elles ne sont pas là pour arrêter les enfants qui manifestent, mais pour s'opposer aussi au rassemblement. Mais l'État n'a qu'à marquer sa présence. C'est ça un État. C'est ça qui nous rassure. Un État doit faire que les gens tranquilles le soient et que nous avons un droit à la vie et que ce droit, personne ne doit surtout quand il s'agit d'intérêt national. Mais oui, de santé publique. Oui. Ça, c'est toujours une attitude de défi et l'État laisse faire. Mais si les citoyens, les gens assistent à ça, impuissants, mais très furieux. D'autant plus qu'il s'agit de santé publique. Maître Khoureychiba, la dernière question. Oui, ce dimanche, c'est le 8 mars. Oui. Cette date vous renseigne quoi? L'honneur aux femmes, la femme sénégalaise, la femme africaine. Ouais. C'est ce 8 mars qui célébrait la femme. C'est vrai, absolument. C'est vrai, la femme, il faut l'honorer tous les 365 jours de l'année. Voilà, je pense que le 7 mars, par exemple, est une date repère dans l'histoire du Sénégal, avec les femmes de Nder, voilà. Le 8 mars, voilà, on sait l'origine, tout ça, mais c'est une bonne chose qu'on fasse une pause et qu'on regarde les femmes, qu'on leur adresse un coucou à toutes les femmes, nos mères, nos femmes, nos sœurs, qu'on déplore la violence dont elles sont victimes au Sénégal, parce que les femmes sont stigmatisées, et ça c'est extrêmement frustrant à la limite. On pardonne tout aux hommes, mais rien aux femmes. Vraiment, nous avons... Pourtant, c'est rare de voir les femmes détournées de l'argent. Jamais. Je pense qu'il est temps un jour de les essayer. Oui, à la tête de l'État. Oui, pourquoi pas. Ah oui? Oui, pourquoi pas. Moi, je suis partant pour ça. Les hommes ont fini de faire leurs preuves. Parce que quand vous entrez dans le bureau d'une autorité, d'une femme, si vous faites attention, vous verrez peut-être le portrait du chef de l'État, mais vous verrez surtout les photos de ses enfants, de son mari. Et ça, vous le voyez rarement dans les bureaux des hommes. Ça veut dire, au moment de prendre la décision, on regarde ses enfants, on voit qu'on doit les exposer avec les conséquences de ces décisions. Mais c'est vrai, c'est un exercice auquel je me suis soumis, mais dans les bureaux des femmes, vous avez toujours l'histoire de la famille. Et donc, vous voyez que ces gens-là, ils vont faire 30 ans dans ce bureau, ils vont jamais commettre d'impair. Voilà. Parce que dans le bureau de vous avez la grande photo, le portrait du président de la République, voilà, les tiroirs pleins de dossiers et de magouilles, quoi. Mais si on mettait les photos des enfants, c'est ça notre repère, nos enfants. Voilà. Parce que quand vous rentrez à la maison, ils sont tous connectés, ils savent ce que papa fait dehors. Et là, je pense que maman a d'autres réflexes beaucoup plus rassurants pour la nation que papa. Les hommes, malheureusement, c'est ça. On ne les changera pas. Mais tous nos problèmes originent des hommes, justement. Parce que les femmes, c'est pourquoi j'ai dit qu'il est temps de les essayer. Les femmes, c'est tout autre chose. Voilà. Et malheureusement, elles sont massacrées tout le temps. C'est bon que de plus en plus les législateurs se penchent sur leur situation. Donc, elles bénéficient. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour vous au sujet de la femme? Bon, il faut que les femmes maintenant, entre elles-mêmes, fassent preuve de beaucoup plus de solidarité. Parce que le problème qu'on note, c'est justement à ce niveau-là. Pas cette solidarité. Les femmes préfèrent continuer à être les instruments mais justement, quand il faut élire, c'est elles qui élisent. Justement, je pense que le problème, c'est pas au niveau peut-être même de la parité, parce qu'elle est politique, mais dans les faits, c'est peut-être le leadership féminin est là, et c'est les femmes qui doivent se rapprocher, entre, c'est une discrimination positive, parce qu'elles n'ont rien à gagner avec les hommes qui vont continuer de les exploiter, et surtout, c'est l'aspect folklorique de cette exploitation qui fait mal, parce que nos femmes ont un potentiel immense, et malheureusement inexploité jusqu'à présent. Et vu leur nombre déjà et leur qualité, je pense que si elles donnaient des chances à leurs congénères du même genre, donc je pense qu'on aurait beaucoup plus de femmes au poste de décision. Et ils vont arracher donc aux décideurs ces postes, et eux, donc ces décideurs finalement vont être des femmes carrément. Mais malheureusement, vous voyez les scores des femmes quand elles sont en compétition, c'est ridicule. Donc, alors ça pour qu'il reste ça encore à faire. Oui, beaucoup. La société sénégalaise, c'est une société magiste, oui. Oui ou non, c'est ça, c'est notre histoire, c'est notre tempérament.
Voilà, nous sommes comme ça. Maintenant, du jour au lendemain, ce ne sera pas évident parce que même vous voyez dans tous les partis, dès qu'une femme est en pole position, il y a des tirailleurs en bas qui commencent à les abattre, à tirer de partout, voilà, pour arrêter ça parce que c'est une femme, elle ne doit pas pouvoir nous diriger. C'est incroyable. En tout cas, honneur aux femmes, Maître Khoureyshiba, merci. Tout à fait, c'est moi. Ça a été un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Oui, c'est vrai que l'émission est excellente. Et nous aimons le Sénégal. Parce qu'il faut montrer qu'il y a un pilote dans l'avion, qu'on sorte des combinaisons de troisième mandat ou des combinaisons politiques, comme on dit. On réponde aux sollicitations des gens, au quotidien des gens. Parce que les gens aussi, c'est une bombe. C'est une bombe qui est là, qui peut exploser à tout moment. Ce qui est arrivé dans d'autres pays, mais toutes les conditions sont réunies pour que ça arrive là. C'est un pays qui marche sur des œufs et il est temps que les gens le sachent et qu'ils donnent vite des réponses concrètes aux Sénégalais, surtout aux franges les plus jeunes qui ont un potentiel extraordinaire de destruction. Et personne ne peut les arrêter. Et le jour où ils seront déversés dans les rues, je ne le souhaite pas, à Dieu ne plaise, personne. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ça n'est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir. Mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé